Alors bonsoir, donc merci d'être venus si nombreux m'écouter parler de Paris et de ses rapports avec la cour du 19e siècle. C'est un sujet qui va m'amener à balayer de la manière la plus synthétique possible parce qu'on a un peu plus d'une heure si j'ai bien compris. Plusieurs aspects bien distincts. Déjà l'emprise géographique de la cour dans l'enceinte de la capitale, la présence des habitants de la capitale à l'intérieur du palais des Tuileries, les fêtes, les manifestations éphémères qui venaient rythmer la vie parisienne, ainsi que les aspects de popularité de l'institution curiale et naturellement le rôle du peuple dans les nombreuses révolutions qui entraînent à chaque fois les différents régimes monarchiques dans leur chute et où la cour va systématiquement jouer un rôle de bouc émissaire. La notion de peuple est un peu floue et je m'en excuse, mais je vais insister sur les rapports entre les courtisans, c'est-à-dire les quelques centaines de personnes qui gravitent dans l'orbite directe du souverain et de sa famille, des grands commis de l'État, et le reste de la population parisienne, tous ceux qui sont considérés comme des sujets, qu'ils appartiennent à la grande bourgeoisie de la finance, du commerce, à la petite bourgeoisie des artisans, les petits commerçants et même les domestiques, les manœuvriers, les sans-abri. Chaque Parisien, quelle que soit sa fortune ou son statut, est confronté de loin au faste de la cour et va développer une attitude hostile ou favorable au monde curial, souvent en fonction du contexte politique, économique ou même militaire. Donc pour commencer, j'aimerais revenir rapidement à la fin de l'Ancien Régime et à la Révolution et profiter pour vous expliquer comment la Cour a fini par revenir à Paris en quittant Versailles et quelles sont les relations qui se développent à cette époque entre les Parisiens et la Cour, dont le schéma va continuer à se répéter jusqu'en 1870. Alors, je vais rapidement, mais comme vous le savez, en 1789, la cour de Versailles est déjà considérablement affaiblie. Les courtisans et la maison du roi sont rendus responsables de l'endettement du pays. Les scandales, comme l'affaire du collier, ont miné le prestige des souverains et de leur cour, tout comme le montant effrayant des pensions annuelles accordées par le roi à certains courtisans. Donc, malgré sa bonté, sa bonne volonté, Louis XVI est accusé de faiblesse devant des courtisans avides d'argent, des ministres, devant les parlements, et il est aussi accusé de faiblesse vis-à-vis de son épouse Marie-Antoinette. Donc la vieille monarchie, à la veille des États généraux, semble plonger dans une sorte de crise insoluble, et en ce qui concerne la Cour, les questions des pensions, la vénalité des charges, les suppressions, les rachats d'offices de cour, des questions extrêmement compliquées qui représentent des sommes absolument énormes, des gros enjeux, focalisent toute l'attention de certains clans aristocratiques qui bloquent la plupart des tentatives de réforme entreprises par Louis XVI et par ses ministres pour réformer à la fois la cour et l'appareil de l'État. À part quelques courtisans assidus, par contre, Versailles est déserté en semaine et la plupart des titulaires des grandes charges de cour résident à Paris et ne reviennent à Versailles pour voir le roi que le samedi ou le dimanche. Depuis la mort de Louis XIV, on le sait, la ville, c'est-à-dire Paris, a peu à peu pris le dessus sur la cour. C'est une opposition classique. La ville, la cour, là, au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, c'est plutôt la ville qui prend le dessus. C'est à Paris que l'on trouve les salons littéraires qui comptent, que s'édifient les plus beaux hôtels aristocratiques. C'est là qu'ont lieu la plupart des grandes fêtes dynastiques. Finalement, les grandes fêtes de cour pour les mariages royaux, princiers, les naissances royales ont plutôt lieu à Paris et ces fêtes sont, avec les rares apparitions du roi à Paris, le principal point de contact entre les habitants de la capitale et le monde finalement très fermé de la cour. Donc on en est dans cette situation un peu paradoxale, un peu bloquée. Tout ce que les Parisiens voient de la cour finalement, c'est le faste, et tout ce qu'ils en savent ou pensent en savoir, c'est qu'on y gaspille beaucoup trop d'argent. On est à la veille de la convocation des États généraux et on sait que l'hiver est assez rigoureux et que malheureusement, même si Louis XVI distribue des aumônes dans les environs de Paris, ça ne change rien à la situation des Français qui ont faim, qui se plaignent de ne pas avoir de travail, de ne pas avoir d'argent. Et pendant ce temps, par contre, on sait qu'à Paris, les courtisans, les proches du roi, du comte d'Artois, du duc d'Orléans répètent que ça n'est pas la peine de convoquer les États généraux pour quelque chose d'aussi peu d'importance que le déficit. Là, je citais gouverneur Maurice, qui est ambassadeur des États-Unis. Donc, à cette époque, la haine des Parisiens contre
le monde des courtisans ne fait que s'accroître jusqu'à finalement une sorte d'explosion. Alors, pour comprendre les rapports entre l'institution curiale et la capitale au XIXe siècle, il faut vraiment avoir en mémoire cet héritage de haine qui est issu des fantasmes du XVIIIe siècle, ceux du pacte de famine sous Louis XV, les pamphlets contre Marie-Antoinette, contre Louis XVI, et plus tard la peur d'une sorte de complot aristocratique visant à empêcher les États généraux de s'ouvrir, puis cherchant à rétablir les privilèges et à faire retomber la France dans l'Ancien Régime. En 1789, Paris bruissait des rumeurs concernant les manœuvres de certains clans de courtisans qui se seraient occupés à faire échouer les États généraux. On accuse notamment l'entourage de Marie-Antoinette, la comtesse de Brionne, la duchesse de Polignac, la comtesse de Neuilly, et des pamphlets extrêmement violents circulent dans Paris dès l'ouverture des États généraux. Et naturellement, en juillet 1789, tout le monde les a en tête au moment où Paris entre en effervescence, au moment de la prise de la Bastille. À l'été 1789, il y a encore ce phénomène de panique collective qu'on appelle la Grande Peur et qui exprime à l'échelle du pays tout entier l'angoisse de voir les forces de la réaction, finalement de la noblesse, donc de la cour en un sens, prendre le dessus sur la volonté de réforme. Donc plus que la noblesse, c'est vraiment les courtisans de Versailles qui deviennent un peu le repoussoir absolu de l'imaginaire populaire qui vont être visés. C'est pour leur lien avec la cour que Berthier de Souvigny et Foulon, le prévôt des marchands, vont être massacrés le 22 juillet. Dès le 18 juillet, le comte d'Artois, qui se sent menacé, va être le premier à prendre la fuite et il ouvre la voie à l'émigration aristocratique. La duchesse de Polignac, qui est la grande amie de Marie-Antoinette, qui haït des Parisiens, va également prendre la route de l'étranger au même moment sous un nom d'emprunt, suivi ensuite par les grandes familles, les Rohan, les Conti, les Condé, qui vont quitter le royaume. Et cela d'emblée change naturellement l'atmosphère de la cour de Versailles dans ces dernières semaines, dans ces derniers mois, où le roi semble de plus en plus isolé sans les figures majeures de la cour de Versailles. Et les courtisans qui restent avec le roi, parce qu'il y en a encore beaucoup, ont peur de n'être plus qu'en sursis. Après la fameuse nuit du 4 août, où vont être votées, tout le monde le sait, de très nombreuses réformes pour l'égalité, les Parisiens vont constater les réticences de Louis XVI à valider ces réformes. Et Louis XVI va refuser au début de signer les décrets d'application de la nuit du 4 août. Et on constate que le roi concentre des troupes autour de Versailles. On craint qu'il se mette à préparer une fuite loin de Paris, qu'il se retire à Compiègne ou même à l'étranger, qu'il cherche à dissoudre la nouvelle Assemblée nationale. Donc finalement, dès la fin du mois de septembre, les Parisiens, qui en plus ont faim, il y a une pénurie de pain à cette époque, vont à nouveau accuser la cour d'affamer le peuple. C'est la renaissance de cette idée du pacte de famine. Et au cours des fameuses journées des 5 et 6 octobre 1789, Versailles va être assiégée, envahi, et le roi, la famille royale, forcée de revenir à Paris pour s'installer aux Tuileries, qui était un palais inhabité depuis des décennies et qui quasiment menaçait ruine. Au bout de quelques semaines d'installation, de déménagement, de meubles de Versailles que l'on ramène à Paris, tant bien que mal, Louis XVI parvient tout de même à loger 677 personnes aux Tuileries sur les 1800 officiers de la maison du roi et de la reine qui existaient à Versailles et sur les quelques 4000 courtisans qui fréquentaient habituellement la cour. Donc, fort heureusement, tous les courtisans du roi habitaient à Paris, et dans un sens, le déclin de la cour et le prestige retrouvé de la capitale au XVIIIe siècle permettent à tous les courtisans de s'installer chez eux, dans leurs hôtels parisiens, et de cesser de courir à Versailles pour faire leur cour au roi toutes les semaines, ce qui en arrange plus d'un. Malgré les sollicitations, le roi va tout de même se refuser toujours à déclarer publiquement Paris comme sa capitale, malgré notamment les demandes de Lafayette. Le roi envisage toujours de revenir à Versailles un moment ou un autre. Aux Tuileries, Louis XVI va quand même beaucoup réformer sa cour et il va commencer par ouvrir le plus possible les portes de son palais en essayant de réactiver le pouvoir d'intégration de la cour qui avait si bien réussi à fidéliser la noblesse sous Louis XIV. Cette assimilation devait être facilitée à l'époque par l'application de l'ancien cérémonial aux nouveaux venus. Par exemple, les députés de l'Assemblée nationale vont être reçus par le roi aux Tuileries selon les mêmes modalités que les membres du Parlement de Paris. Donc on applique un ancien cérémonial à une nouvelle catégorie qui apparaît sous la Révolution. De même, les gardes nationaux qui vont prendre leur tour de garde aux Tuileries vont être priés de calquer leur attitude sur celle de la maison militaire du roi et des gardes du corps du roi. Mais
On se rend compte qu'une monarchie constitutionnelle, ça ne s'improvise pas en un jour, et pour toute la famille royale, pour tous les courtisans qui étaient conditionnés par des siècles de cérémonial, de privilèges, de respect de l'étiquette, le choc va être très rude. Cependant, Louis XVI va vraiment faire beaucoup d'efforts. On sait que l'état-major de la garde nationale va être régulièrement convié aux Tuileries, la municipalité de Paris également, et on va supprimer certaines traditions un peu humiliantes. Par exemple, la municipalité de Paris va, au début, est priée de se mettre à genoux devant le roi, comme autrefois les échevins de la ville de Paris, et on va très vite abandonner cette histoire. De même, on va abandonner la tradition de saluer la viande du roi quand elle passe dans les couloirs des Tuileries pour être amenée dans la salle à manger. C'est quelque chose qu'on abandonne. Donc, on se rend compte aussi que Louis XVI va prendre l'habitude d'accorder des audiences à des personnes du peuple, notamment des femmes du peuple, des veuves éplorées, des délégations de la population parisienne. Et donc le roi cherche à ouvrir davantage son château afin de mieux se faire connaître, de mieux se faire apprécier de ses sujets. On dirait qu'il est un peu en une sorte de phase de reconquête de l'opinion publique, si on parle comme un journal d'aujourd'hui. Donc toujours afin de se rapprocher du peuple, le cérémonial va être vraiment très allégé à partir de 1790-91. Par exemple, le déroulement des offices religieux aux Tuileries va être très simplifié, la chapelle étant tous les jours remplie de curieux qui veulent venir voir le roi au moment de la messe. La chapelle est ouverte au public, c'est le moment le plus simple pour voir Louis XVI et Marie-Antoinette, et ils vont finalement renoncer à la à peu près juin 1791, ils vont renoncer à assister à la messe depuis la tribune et ils vont s'asseoir avec les autres fidèles au premier rang de la chapelle. Comme ça, ils peuvent être plus facilement vus par la foule qui veut les observer. Cependant, le roi et la reine vont sortir de moins en moins du palais. Ils vont faire quelques visites dans des institutions charitables, ils vont se promener un petit peu au bois de Boulogne, mais on se rend compte que la foule dans le jardin des Tuileries est un peu turbulente. Parfois ils sont insultés, voilà, ils ne se sentent pas très à l'aise, ils vont avoir tendance à se cloîtrer de plus en plus aux Tuileries. Donc là, c'est ce que vous avez à l'écran. On voit finalement Marie-Antoinette, sa famille qui se promène dans le jardin des Tuileries, sont quand même gardés d'assez près par la garde nationale parce qu'ils craignent un petit peu d'être agressés. Donc on se rend compte que les Tuileries attirent énormément de monde, au moins autant qu'à Versailles, mais le roi et la reine sont un peu mal à l'aise. D'autant plus que le roi doit se séparer de sa maison militaire, donc il ne garde que ses gardes suisses et 600 gardes nationaux qui sont affectés à la garde des Tuileries. Et là aussi, ça contribue à changer l'atmosphère à la cour parce que beaucoup de gardes nationaux sont ravis de rencontrer le roi, mais ce sont des gens extrêmement mal élevés. Il y en a qui sont parfois un peu agressifs également, qui n'aiment pas le roi, qui le font savoir. Donc l'ambiance se dégrade un petit peu. On sent aussi que l'ambiance change parce que la cour affiche une nouvelle simplicité dans les apparences en optant pour des tenues moins luxueuses. L'habit de cour brodé va être remplacé par le frac bleu ou noir, et même Marie-Antoinette, qui va garder sa modiste Rose Bertin à son service, va passer commande de robes plus modestes. Enfin, le roi va le plus souvent prendre l'habitude de prendre ses repas dans ses appartements privés, mais il va tout de même garder l'habitude de souper une fois par semaine en public le dimanche, donc comme autrefois à Versailles avec ce qu'on appelait le grand couvert, et là aux Tuileries des centaines de Parisiens, souvent assez mal habillés, un peu locteux, vont défiler autour de la table du roi pour le regarder manger. Donc le cérémonial du grand couvert, qui rassemblait plutôt des courtisans, plutôt des étrangers de marque de passage au palais, comme par exemple on se souvient dans les mémoires de Casanova, il raconte avoir assisté au grand couvert de la reine. Là, ce cérémonial est plutôt adapté pour vraiment satisfaire et accueillir le plus grand nombre possible. Et à la cour, Madame Elisabeth le note dans sa correspondance, les seuls moments qui rappellent encore vraiment le Versailles d'antan, où les courtisans vivaient entre eux sans intrusion du monde extérieur, ce sont les quelques soirées réservées au jeu de la reine, donc le mardi et le jeudi soir, et les audiences des ambassadeurs qui ont lieu 2 fois par semaine, le dimanche et le jeudi. Mais autrement, les Tuileries deviennent un palais extrêmement ouvert, un palais où finalement le roi se sent de moins en moins chez lui. À cette époque aussi, l'idée de nombreux députés est de ne pas disperser ou d'abolir la cour, mais plutôt de l'intégrer à la Révolution en la réformant et en la faisant petit à petit évoluer. Exemple de cette collaboration, un exemple comme un autre, peut-être un début de fusion entre
la cour et les aspirations révolutionnaires, c'est l'organisation de la fête de la Fédération le 14 juillet 1790, qui est menée avec l'aide logistique de la Maison du Roi, avec le matériel des menus plaisirs de la couronne, avec l'aide de Drebrézé, le grand maître des cérémonies, et d'aucuns considèrent qu'il s'agit à la fois de la dernière fête d'Ancien Régime, en quelque sorte presque la dernière fête de Versailles, et de la première fête révolutionnaire. Donc c'est une fête assez paradoxale. Donc intéressant, mais tout n'est pas rose aux Tuileries. Marie-Antoinette et Louis XVI se sentent de plus en plus menacés, je l'ai dit. Ils désapprouvent de plus en plus les réformes que mène l'Assemblée et ils se sentent de moins en moins en sécurité. Ils ont peur pour eux, ils ont peur pour leurs enfants. Et donc la cour peut se rendre tout de même à Saint-Cloud à l'été 1790. Cela fait une sorte de bol d'oxygène. Ils prennent un petit peu des vacances pendant quelques mois. Mais déjà à l'époque, Louis XVI est soupçonné de vouloir fuir à l'étranger et il est surveillé de très près. Et il en souffre parce qu'il ne peut plus chasser, il ne peut plus monter à cheval comme il aime le faire. Il reste là aussi de plus en plus souvent enfermé dans ses appartements. Louis XVI doit rentrer à Paris pour passer l'hiver 1790, début 1791. On pense qu'il tombe malade surtout à cause de son inaction forcée, parce qu'il est contrarié. Il tombe malade pendant plusieurs mois et quand il veut repartir à Saint-Cloud pour fêter Pâques 1791, il se rend compte qu'il ne peut plus quitter les Tuileries et qu'il est devenu prisonnier de son propre palais. Les Parisiens ont vraiment trop peur qu'il ne tente de fuir à l'étranger et ils l'empêchent de quitter les Tuileries. Donc ça, c'est déjà un choc. Puis on se rend compte que ses tantes, donc les filles de Louis XV qui désapprouvent la Révolution, prennent la fuite. Louis XVI qui désapprouve la constitution civile du clergé a lui aussi de plus en plus envie de fuir. Il commence à perdre en popularité parce qu'on se rend compte qu'il désapprouve, qu'il freine des quatre fers aux tentatives de réforme de l'Assemblée nationale. On sait que la contre-révolution commence à s'organiser à l'étranger, que les courtisans des Tuileries ont tendance à partir rejoindre le comte d'Artois également à l'étranger. Le roi établit quelques contacts avec les émigrés et finalement il se décide lui-même à fuir. C'est la fameuse épopée de Varennes, quand le roi s'enfuit le 20 juin 1791 et cela se termine de manière absolument catastrophique puisque le roi, vous le savez, est rattrapé, il est ramené à Paris, il est suspendu de ses fonctions de roi. C'est la première fois que ça arrive en France. Il n'y a plus de roi en France puisque Louis XVI est mis hors jeu pendant plusieurs semaines et il est consigné pendant tout l'été 1791 aux Tuileries. Voilà, Louis XVI accumule un peu les maladresses, il est en assez mauvaise posture. Cependant, en septembre 1791, il est rétabli dans ses fonctions après avoir accepté la fameuse constitution de 1791 qui établit véritablement une monarchie constitutionnelle et à ce moment, il connaît un bref regain de popularité et il est à nouveau acclamé dans les rues, tandis que, par contre, ses derniers courtisans commencent vraiment à se détourner de lui, à partir de plus en plus en émigration. Il y en a beaucoup qui restent encore à Paris avec lui, mais qui se mettent à comploter, qui fondent des journaux, ils ouvrent des clubs. Il y en a d'autres qui vraiment préparent l'enlèvement du roi, l'évasion du roi. Donc on peut parler à ce moment peut-être d'une rupture entre le roi et la cour. La cour a l'impression que le roi s'est mis à jouer le jeu de la Révolution. Il y a beaucoup de courtisans qui sont très déçus à ce moment-là. Et cette rupture entre le roi et la cour est aggravée par les départs massifs en émigration. Début 1792, c'est la déclaration de la guerre entre la France et l'Autriche et les premières défaites françaises. Et là, très rapidement, Louis XVI, qui avait retrouvé un petit peu de popularité en acceptant la constitution de 1791, à nouveau, sa popularité décline d'un coup. On soupçonne un fameux comité autrichien qui se réunirait aux Tuileries de renseigner directement l'état-major ennemi et de vouloir précipiter à tout prix la défaite des troupes françaises. Le 20 juin 1792, les Parisiens vont envahir les Tuileries une première fois et vont mettre au pillage les appartements. Les quelques dizaines de courtisans qui entourent encore le roi vont vraiment être complètement traumatisés et Louis XVI lui-même va être forcé de porter un bonnet phrygien, forcé de boire à la santé de la nation. Il va être complètement humilié par la foule. La monarchie va quand même subsister quelque temps jusqu'au 10 août 1792, qui est vraiment la date de la chute de la monarchie et de la prise des Tuileries, qui vont marquer la fin, le coup d'arrêt complet de la cour. C'est la première prise des Tuileries et c'est un précédent absolument capital pour comprendre ce que fut le rapport entre les Parisiens et la cour au XIXe siècle. On voit vraiment le pouvoir
de l'opinion publique sur le souverain, qui est constamment menacé par des insurrections populaires. Et on voit aussi le risque que représente pour le monarque d'avoir une cour trop éclatante ou dont le fonctionnement rappelle trop celui de l'Ancien Régime ou de la société des privilèges. On voit aussi le risque que c'est d'avoir une cour qui est soupçonnée d'avoir une activité politique trop forte. Et on voit aussi pour le roi, pour la cour, la nécessité de cohabiter avec de nouveaux contre-pouvoirs, avec l'émergence de la puissance parlementaire et également donc de la puissance, on va dire, populaire, le pouvoir des barricades. Finalement, la leçon que vont en tirer la plupart des successeurs de Louis XVI est que la cour doit être utilisée comme un moyen de rallier des soutiens politiques au régime en y intégrant de nouvelles élites, de nouveaux membres à la cour, que la cour doit jouer sur le faste tout en évitant le gaspillage et tout en évitant les rappels à l'Ancien Régime, qu'il faut essayer de plaire aux Parisiens en leur offrant des fêtes, mais qu'il ne faut pas se replier sur soi-même comme cela avait pu être le cas à la cour de Versailles. Et enfin, la leçon aussi, c'est que le rôle politique du souverain, de sa famille, de son entourage, ne doit jamais être trop mis en avant, sous peine vraiment de prêter le flanc à la critique. Donc la cour est un outil de communication comme un autre, un outil de propagande presque, mais il peut aussi se retourner à tout instant contre le monarque qui est censé être à la tête de cette cour. L'idée que la cour est un outil politique qui fonctionne dans les deux sens, qui est une arme qui peut se retourner contre le chef de l'État, est une idée que Bonaparte va tout de suite comprendre. Donc là, je fais un petit saut, je passe le directoire et j'en arrive directement au consulat. Bonaparte va, dès le début dès sa prise de pouvoir, vraiment tirer la leçon de ce qui est arrivé à Louis XV, à Louis XVI sous la Révolution, et il va tenter de mêler les héritages révolutionnaires et royaux. Durant les années 1800-1801, le premier consul va commencer par offrir beaucoup de fêtes patriotiques dans la droite lignée de celles organisées sous la Révolution. Il s'agit pour lui de célébrer les victoires militaires, les signatures de traités de paix ou les grands événements comme l'anniversaire de la prise des Tuileries le 10 août 1792, c'est encore quelque chose que l'on fête à l'époque, ou même encore l'abolition de la royauté le 20 septembre, c'est aussi un anniversaire que Bonaparte va célébrer dans ses premières années à la tête du pays. Le 21 mars 1801, à l'occasion de la signature de la paix de Lunéville, Bonaparte va par exemple offrir une grande fête en plein air aux Parisiens qui est précédée d'une revue militaire et d'une apparition publique du premier consul et de son épouse au balcon des Tuileries. Au début des négociations de paix avec l'Angleterre le 9 novembre 1801, il y a à nouveau une importante fête de la paix, fête dédiée à la paix qui a lieu dans la cour des Tuileries avec notamment un vol de montgolfière, un défilé militaire et une illumination du palais. C'est un peu ce que vous avez à l'écran. L'idée de Bonaparte, c'est qu'il faut impressionner, il faut en imposer, il faut plaire au peuple par du faste et finalement, il va prendre l'habitude d'organiser régulièrement des revues militaires tous les 10 jours dans la cour des Tuileries qui vont à chaque fois attirer une énorme foule. Mais on se rend compte que si les Parisiens se massent devant les Tuileries pour regarder le premier consul passer en revue ses troupes, on a aussi des personnes qui sont aux fenêtres du premier étage du palais, aux fenêtres des grands appartements des Tuileries, et ces personnes-là, ce sont les visiteurs de marque qui viennent de l'étranger, ce sont les ambassadeurs, les hauts gradés, les militaires, les nouveaux dignitaires, les ministres du nouveau régime. Autrement dit, ce sont les premiers courtisans du premier consul qui font leur apparition. Et ceux-ci vont se réunir lors de ces revues pour voir le premier consul. Il va y avoir également des présentations au premier consul pour les étrangers qui arrivent à Paris. Il va y avoir des concerts organisés aux Tuileries, il va y avoir des grands dîners qui vont rassembler jusqu'à 500 personnes, et cela commence dès 1801. Une vie de cour se développe dès cette époque aux Tuileries, puis à Malmaison, à Saint-Cloud, et Bonaparte va disposer dès cette époque d'une maison, une maison du premier consul, comme il y avait eu une maison du roi à Versailles, et il va y avoir dans cette maison quelques officiers, quelques aides de camp, des dames du palais pour Joséphine, un service des chasses, et à peu près une centaine de domestiques. On voit aussi apparaître dès 1801 un embryon d'étiquette, ce qui commence un peu par choquer l'opinion publique, mais celle-ci va s'habituer rapidement à voir la famille Bonaparte être placée à part du reste des mortels, comme l'avait autrefois été la famille royale. Alors, passons à la proclamation de l'Empire. De mai à juillet 1804, Napoléon va laisser sa cour consulaire telle qu'elle est, le temps de décider de l'étiquette et de la structure du système curial
de l'Empire. La cour impériale qui émerge de ces quelques semaines de réflexion est un objet unique, à la fois pétri de tradition royale, mais également profondément novateur. Napoléon va puiser aux sources de Versailles, mais également du Saint-Empire romain germanique, de l'Angleterre, enfin du royaume anglais, du roi de Prusse. Donc il va s'inspirer de plusieurs traditions. Par exemple, les grands dignitaires de l'Empire que sont l'archi-chancelier, l'archi-trésorier, le connétable, le grand électeur sont plutôt inspirés du Saint-Empire romain germanique. Les grands officiers de la maison de l'empereur ont des fonctions qui sont partiellement calquées sur celles de l'Ancien Régime. Il y a par exemple un grand chambellan qui est Talleyrand, que tout le monde connaît. Il y a un grand maître des cérémonies comme à Versailles qui va être le comte de Ségur, un grand écuyer, le général Caulaincourt, un grand aumônier, le cardinal Fesch, un grand veneur, le maréchal Berthier. Mais par contre, il va y avoir un grand maréchal du palais, qui est une fonction que Napoléon reprend de ce qui existe dans la maison du roi de Prusse. En dessous de ces grands officiers de la couronne, on va trouver une centaine de chambellans à l'apogée de l'Empire, plusieurs dizaines d'écuyers de l'empereur, quelques aumôniers pour l'empereur et pour l'impératrice, une quarantaine de dames du palais pour Joséphine puis pour Marie-Louise, des introducteurs, des ambassadeurs, des préfets du palais, donc autant de postes assez proches de ce qui avait autrefois existé à Versailles. Et encore en dessous de ces membres de la maison de l'empereur qui forment vraiment la cour impériale, on va trouver jusqu'à 2800 domestiques au service de l'empereur. Donc on passe d'une centaine de domestiques sous le consulat à 2800 à la fin de l'Empire. Et tous ces domestiques vont vivre au palais avec leurs familles, leurs enfants, leurs vieux parents. Il va y avoir un hôpital, il va y avoir une petite prison pour ceux qui sont passages. Et finalement, cela fait de la cour impériale une véritable ville, une petite capitale à l'intérieur de Paris, ou un petit État dans l'État, comme on veut. Alors, je ne surprendrai personne en faisant remarquer que les fêtes de cour du Premier Empire perpétuent à la fois l'héritage de l'Ancien Régime et l'héritage de la Révolution. Chaque événement curial ou dynastique va se dérouler à la fois à l'intérieur du palais, mais il va également y avoir de très grandes manifestations extérieures qui vont rassembler des milliers, voire des dizaines de milliers de curieux, de Parisiens qui vont venir voir un peu le faste de la cour. Et la première de ces grandes manifestations, c'est bien entendu le Sacre, le 2 décembre 1804, où le cortège qui va se rendre des Tuileries jusqu'à Notre-Dame, ça va donner l'occasion aux Parisiens de voir le faste des costumes, des carrosses de la cour impériale et d'acclamer l'empereur le long de ce cortège. Donc il y a ça en 1804 pour le Sacre, il y a ça en avril 1810 pour le mariage de l'empereur et de Marie-Louise, en juin 1811 pour le baptême du roi de Rome. Il va également y avoir un défilé à peu près semblable tous les ans au moment de l'ouverture de la session du corps législatif en septembre. Donc tous les ans, il y a ce genre de spectacle qui se répète dans les rues de Paris, c'est assez spectaculaire. Et Napoléon va également, en même temps qu'il organise des fêtes aux Tuileries pour son mariage, pour le baptême du roi de Rome, en même temps qu'il y a des choses aux Tuileries, il y a aussi des choses dans la rue. Il y a par exemple des illuminations, des feux d'artifice, des concerts ou des pièces de théâtre gratuits, des spectacles en plein air sur les Champs-Élysées et des buffets gratuits et des fontaines de vin qui sont ouverts dans certains points de la capitale. Il y a également des loteries de comestibles organisées dans chacun des arrondissements de Paris, ce qui permet finalement aux habitants de la capitale de remporter des lots de nourriture. Donc je vous ai noté pour le mariage de Napoléon et Marie-Louise en 1810, dans les 12 arrondissements de Paris, on va distribuer, alors je vous lis la liste, 4800 pâtés, 1200 langues de bœuf, 3000 saucissons, 240 dindons, 360 chapons, 360 poulets, 1040 gigots et 1000 épaules de mouton. Cadeau de l'empereur. Donc finalement, les Parisiens font bombance et ils se réjouissent en même temps que les courtisans. Dans certaines circonstances, donc les grands événements dynastiques, la fête de l'empereur, la Saint-Napoléon le 15 août, la fête de l'impératrice, en célébration des grandes victoires de l'empereur, il va également y avoir à la fois des fêtes aux Tuileries, avec des concerts en général ou des grands cercles de cour, et en même temps des fêtes publiques, des concerts, des feux d'artifice qui vont avoir lieu en général dans le jardin des Tuileries, parfois aux Champs-Élysées, mais également à Saint-Cloud ou même à Versailles, comme le raconte notamment Stendhal dans son journal, où il raconte s'être rendu à pied de Paris à Versailles avec des milliers
d'autres Parisiens pour voir les illuminations qui ont lieu autour du bassin de Neptune en l'honneur de Marie-Louise à l'été 1811. Pendant qu'il y a ces illuminations qu'on offre aux Parisiens, Napoléon, Marie-Louise, leurs courtisans assistent à une pièce de théâtre dans le petit théâtre du Petit Trianon, donc celui qui avait été aménagé pour Marie-Antoinette. Donc finalement, il y a des fêtes un peu pour tout le monde, pour la cour et pour les Parisiens. Ces éléments suggèrent que la frontière entre la fête intérieure, celle qui est réservée à la cour, et la fête extérieure, qui est offerte au simple sujet, est parfois relativement floue, ou tout du moins poreuse, on va dire, puisque des milliers de personnes vont être conviées. Par exemple, pour le mariage de l'empereur, il va y avoir des milliers de curieux qui sont un peu triés sur le volet, mais il y a de simples soldats qui ont la chance de pouvoir assister au défilé qui se rend des Tuileries dans la galerie du Louvre jusqu'à la chapelle nuptiale où Napoléon va épouser Marie-Louise. Il y a des milliers d'autres curieux, 4000 je crois, qui vont assister au banquet qui a lieu aux Tuileries, au théâtre des Tuileries au moment du mariage de Napoléon et de Marie-Louise. Il y a d'autres festivités de ce genre qui ont lieu parfois à l'hôtel de ville. Il y en a qui ont lieu également pour le baptême du roi de Rome en juin 1811. Et cela rappelle ces possibilités qu'ont les Parisiens d'aller à l'intérieur du palais, de voir la cour passer en défilé, de voir le monarque manger en public. Cela renvoie directement au souvenir de Versailles où, à ce qu'on dit, tous les sujets, pour peu qu'ils soient habillés correctement, qu'ils portent une épée, qu'ils louent même une épée à l'entrée du château, pouvaient éventuellement se rendre dans les grands appartements et circuler à l'intérieur du château. Donc il y a une notion de dilution entre l'intérieur et l'extérieur du palais. Et j'aime beaucoup cette idée des intrusions de plus en plus fréquentes des sujets, des simples sujets, au sein des palais qui sont vraiment l'espace de la vie quotidienne des souverains. Et cela me fait toujours penser que ces palais qui sont encore habités par la cour, dans quelques décennies, deviendront des musées où n'importe qui pourra aller. C'est presque déjà le cas à l'époque, puisque n'importe qui n'entre pas aux Tuileries. Quand un mendiant n'entre pas aux Tuileries, peut-être pas un ouvrier non plus, mais quand on est un bourgeois, un négociant, un fonctionnaire, un officier en permission à Paris, un propriétaire terrien assez bien habillé, un étranger de marque, on peut facilement être autorisé à visiter les Tuileries, à visiter les palais de la Couronne, Fontainebleau, Saint-Cloud, Compiègne. On sait que Napoléon va faire ouvrir le palais de Saint-Cloud à plusieurs reprises pour tout le monde, vraiment tous les Parisiens indistinctement, qui vont être plusieurs dizaines de milliers chaque année à visiter le palais de Saint-Cloud lors de la foire qui a lieu dans la première quinzaine de septembre. Les Tuileries vont être accessibles dans certaines circonstances, comme pour la fête de l'empereur, et mieux encore, il est possible dès 1812 de visiter les petits appartements de l'empereur, donc là où Napoléon vit, où il travaille, où il dort, par petits groupes, sous la surveillance du concierge. Donc si on se fait inscrire à l'avance, c'est peut-être une petite enquête de police, mais on peut, dès que Napoléon sort, on a le droit d'aller visiter en groupe pour voir un petit peu comment c'est chez lui. Donc il y a vraiment un élément de curiosité par rapport à la vie de cour, mais surtout, il y a une ouverture de plus en plus grande du palais. Autre élément à ne pas négliger, les Parisiens vont être régulièrement informés de la vie de cour par les expositions de peinture du salon de peinture qui ont lieu tous les 2 ans et qui vont dépeindre les grandes cérémonies, le quotidien des souverains dans les grands moments comme dans leur intimité. Napoléon va aussi vouloir accroître sa popularité en ouvrant la cour à la haute société parisienne qui n'est pas encore intégrée à la maison de l'empereur. Par exemple, la très grande bourgeoisie parisienne et la noblesse d'Ancien Régime du Faubourg Saint-Germain qui boude encore le nouvel empereur. Et par exemple, la comtesse de Boigne raconte un bal aux Tuileries qui a lieu en 1806 à l'occasion du mariage du prince Eugène. Et on se rend compte, elle n'est pas très emballée par la fête. Elle raconte que la cour et la ville sont séparées par une barrière et que Napoléon est le seul qui circule d'un côté et de l'autre, mais qu'il a un costume ridicule. Donc elle n'en garde pas un très bon souvenir. Mais un document d'archives que vous avez à l'écran qu'on ne lit pas très bien, mais ce document nous montre qu'il y avait quand même 1500 personnes invitées aux Tuileries et que ces 1500 personnes vont avoir droit de manger aux Tuileries. Il va y avoir pour la première fois un buffet avec des glaces, du Bordeaux, du champagne, des gâteaux. Donc c'est la première fois que des non-courtisans ont la possibilité de se régaler, de manger au sein du palais du souverain. Alors cette idée de dilution des frontières entre la cour et la ville va aussi se traduire par la réfection
du tissu urbain autour des Tuileries. Et les projets de Napoléon visent vraiment à réformer le cadre de vie de la cour, mais le cadre aussi de vie de tous les Parisiens. Le palais du roi de Rome, par exemple, qui devait être édifié sur la colline de Chaillot, devait ainsi faire face à une cité administrative qui comportait l'université, les archives de l'Empire, et cela met en avant le rapport essentiel entre la cour et la ville que Napoléon avait parfaitement compris. Paris est l'écrin de la vie de cour, et pour que la cour soit brillante, c'est tout Paris qui doit être embelli, et pas seulement le simple palais des Tuileries. C'est pour cela que les travaux du Louvre, des Tuileries, du Palais du Roi de Rome, des marchés, des fontaines publiques, des abattoirs, bref, tout l'équipement urbain va être porté sur un seul et même budget, que ce soit les palais ou le reste des aménagements de la ville. Et l'empereur va tout suivre avec la même attention. Donc vous avez ici à l'écran un livret qui était rédigé à l'attention de Napoléon, et l'on voit que l'on a dans les chantiers qui sont décrits à chaque ligne, les chantiers qu'il suit. Il y a la galerie Napoléon du Louvre, l'abattoir de Montmartre et l'abattoir de Ménilmontant. Donc il y a vraiment un mélange, on ne place pas le palais impérial à part. Tous les chantiers pour embellir toute la capitale sont portés au même budget qui est évalué en 1813 à 97 millions, ce qui représente, si on traduit à peu près en euros actuels, 36 milliards d'euros. Donc bel investissement pour embellir Paris. Napoléon est aussi un monarque qui se sent assez proche de ses sujets et qui veut en tout cas se mettre en scène comme étant proche des Parisiens. Donc c'est essentiel pour lui dans sa conception du pouvoir impérial. Il est quasiment élu, il est élu par référendum. Napoléon, il est persuadé d'avoir été élevé par ses sujets, et on retrouve aux époques où Napoléon souhaite tester sa popularité, en 1807, en 1811, en 1813 notamment, on retrouve des sorties dans la ville où il est quasiment seul. Il a avec lui un écuyer de service, un page, son grand maréchal du palais qui ne le quitte jamais, parfois l'impératrice, et il est à pied ou en calèche, tout seul, au milieu des Parisiens. Donc il leur distribue des aumônes, il reçoit des placets, il leur parle, mais vraiment il s'aventure sans escorte au milieu de ses sujets. C'est une façon de mettre en scène sa popularité, c'est une façon vraiment pour la cour de s'aventurer au milieu de la ville. On se rend compte que les sorties les plus faciles à repérer, ce sont les chasses à courre, qui ont souvent lieu au Bois de Boulogne, qui est la promenade préférée des Parisiens à l'époque. Et ces promenades, ces chasses, sont prétexte à des distributions d'argent. Et ensuite, c'est à chaque fois que l'empereur est acclamé par la foule de façon spontanée, enthousiaste, c'est repris par la presse, et cela devient un instrument de propagande. Et finalement, la vie de cour est aussi un instrument de propagande. Ça devient même un peu trop visible, un peu trop cousu de fil blanc, et Fontaine, l'architecte de Napoléon, prend des notes à la toute fin de l'Empire. Il dit que Napoléon ne fait plus rien d'autre que de sortir pour essayer de se faire acclamer en distribuant le plus d'argent possible, pour essayer de contrebalancer les mauvais effets des nouvelles absolument catastrophiques de la défaite en Russie, puis de l'invasion progressive de l'Empire en fin 1813, début 1814. Donc finalement, c'est un outil de propagande, la cour. Napoléon s'aventure presque en dehors de sa cour pour aller à la rencontre des Parisiens, mais cela n'empêche pas sa chute. Et on constate que la cour ressuscitée des Bourbons en 1814 va commencer par appliquer les mêmes recettes que Napoléon, et va commencer par pratiquer vraiment le bain de foule pour gagner en popularité. Donc l'entrée du comte d'Artois à Paris le 12 avril 1814, l'entrée de Louis XVIII à Paris le 3 mai suivant vont être vraiment de très longs bains de foule. La voiture royale va marcher au pas et va mettre des heures à traverser Paris pour gagner le palais des Tuileries. À ce moment, la popularité de Napoléon est au plus bas, et la cour et la ville semblent à peu près d'accord. Tout le monde acclame le nouveau roi, que l'on fasse partie des quelques courtisans qui reviennent d'émigration avec Louis XVIII ou des Parisiens. Très vite, cependant, des dissensions vont apparaître quand les Parisiens vont voir arriver de plus en plus de vieux courtisans de Versailles qui réclament des pensions, qui réclament des places au sein de la nouvelle cour des Bourbons, et le roi va perdre en popularité. Aussi, la décision de Louis XVIII de reconstituer l'étiquette dans toute sa complexité de l'Ancien Régime, le projet de Louis XVIII de se réinstaller à Versailles et d'y habiter une partie de l'année, tout ça va finalement contribuer au déclin de sa popularité. Sa cour va devenir très vite impopulaire. Tout le monde connaît parmi les différents journaux satiriques de l'époque le Nain jaune, qui va
insulter les courtisans, qui va les traiter de paresseux, d'ingrats, d'incapables, et qui va inventer ce fameux ordre de l'été noir, qui est une parodie de l'ordre du Saint-Esprit. Donc là, à nouveau, dès 1814, finalement, début 1815, on commence à se moquer à nouveau de la cour des Bourbons, et ce fameux ordre de l'été noir, c'est on éteint les valeurs de la Révolution, donc c'est quelque chose qu'on remet vraiment aux contre-révolutionnaires les plus féroces, les plus nostalgiques de l'Ancien Régime. Alors, est-ce qu'on peut dire que les Parisiens ne sont jamais contents ? En tout cas, ils ont fait bon accueil à Louis XVIII en 1814, ils sont ravis de revoir Napoléon en 1815, et voilà, l'opinion change d'avis assez vite, et Napoléon, cependant, est bien accueilli par les Parisiens, mais il se rend compte, dès le début des 100 jours, que les élites vont très vite lui retirer leur soutien, parce que l'expérience des 100 jours n'est pas viable. Même Napoléon s'en rend compte très vite. La guerre va recommencer, donc très vite, il risque sa course vide, et Napoléon est forcé de quitter le palais des Tuileries, où il y a des salons immenses et désertés, pour aller au palais de l'Élysée, qui est plus petit, et où il peut du coup donner plus facilement l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui veut absolument le voir. Tout de même, les Parisiens vont à nouveau moins apprécier Napoléon, parce que Napoléon joue à l'occasion de la cérémonie du Champ de Mai le 1er juin 1815, Napoléon va jouer à nouveau sur le faste curial. Il veut refaire une sorte de sacre. Il va y avoir des grands costumes, des beaux décors. C'est vraiment la vie de cour, le faste, le cérémonial qui réapparaissent, comme en 1804 avec le sacre. Et c'est quelque chose qui déçoit vraiment les Parisiens, qui en ont marre finalement. Ils en ont vu assez avec Louis XVIII. Ils ont été épatés par la cour impériale dans les années précédentes. Finalement, que Napoléon est un énorme uniforme rouge avec des plumes, une toque avec des diamants, ça les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, Napoléon, c'est un personnage de légende dès cette époque. Ils veulent le petit caporal avec son petit uniforme, son petit bicorne, et le faste curial ne les intéresse plus. Donc finalement, cette cérémonie, cette dernière grande cérémonie de l'Empire, dernier réclat de la cour impériale, ça fait un flop, et on se rend compte, quelques jours après, Napoléon est battu à Waterloo, et il est beaucoup plus populaire après avoir été battu, parce que justement, il se présente, il prend quelques bains de foule après son abdication, et il est dans son petit uniforme, avec son petit chapeau, tout simple, et c'est là qu'il est finalement le plus populaire. Donc voilà posé finalement un paradoxe assez étrange que l'on sent déjà avec Louis XVI et que Napoléon a subi de plein fouet en 1815. Les Parisiens aiment beaucoup la cour, mais ils aiment bien que la cour se fasse le plus discrète possible. Ils se laissent prendre au jeu de la propagande, et dès qu'on les invite au sein du palais, que ce soit pour des concerts, des feux d'artifice, ils se mettent à aimer la cour. En revanche, dès que les souverains semblent vouloir vivre enfermés dans leur palais, entourés de leurs seuls courtisans, là, les Parisiens se font un peu plus méfiants. Donc la vieille image du roi d'Ancien Régime entouré de mauvais conseillers est toujours bien vivante, et en entourant régulièrement leurs souverains, en étant avec leurs souverains lors de bains de foule comme le faisait Napoléon, finalement les Parisiens se disent qu'ils vont peut-être réussir à protéger leur monarque de la mauvaise influence de leurs courtisans. Donc la courtisan est vue comme indispensable, parce que la cour est vue comme indispensable, parce qu'elle est le cadre de vie naturel des princes. C'est là qu'ils vivent, c'est parce que c'est là qu'ils sont heureux de vivre. Mais les courtisans sont plutôt vus comme une sorte de mal nécessaire. La Restauration va multiplier les contacts entre la cour et la ville, et les Parisiens vont vraiment partager les joies et les peines de la famille royale. Le mariage du duc de Berry en 1816 va les plonger dans la joie la plus complète, tandis que les 2 fausses couches successives de la duchesse de Berry vont désoler l'opinion publique, tout comme l'assassinat du duc de Berry en février 1820. La cour et la ville semblent à cette époque vraiment vibrer à l'unisson, tant le peuple est reconnaissant à Louis XVIII d'avoir apporté la paix après les guerres de la Révolution et de l'Empire. En 1820, il va y avoir des manifestations de joie populaire vraiment sincères pour la naissance du duc de Bordeaux, donc le fils posthume du duc de Berry. Il va y en avoir exactement en 1823 pour le retour du duc d'Angoulême de la campagne d'Espagne, et ce retour du duc d'Angoulême, justement, va fournir à Louis XVIII un prétexte pour organiser un bal et un banquet à l'hôtel de ville, ce qu'on n'avait plus vu depuis longtemps. L'hôtel de ville, c'est quand même le souvenir de la Commune de Paris, de la Révolution, et Louis XVIII fait l'effort d'y organiser une fête de cour et d'y inviter une partie de la grande bourgeoisie parisienne.
Néanmoins, les observateurs remarquent quand même que la cour de Louis XVIII semble s'endormir un petit peu dans les dernières années, tout comme Louis XVIII lui-même d'ailleurs, puisqu'il passe les derniers mois de sa vie plongé quasiment dans le coma. Il est de moins en moins lucide, il est atteint de gangrène, donc vraiment il a une agonie atroce, et son agonie, sa mort, ses funérailles vont être mis en scène et vont respecter le cérémonial qu'on n'avait plus pratiqué depuis Louis XIV. Néanmoins, cela passe très bien parce que vraiment l'opinion publique est sincèrement émue, désolée de la mort de Louis XVIII. Il y a encore un petit réveil de la vie de cour avec Charles X, qui devient donc roi à la mort de Louis XVIII le 16 septembre 1824, parce que Charles X a très belle allure. Il est certes très vieux, mais il est encore très mince, très élégant, il monte très bien à cheval, il présente bien. Et tous ceux qui l'approchent le trouvent un peu bête, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il est très sympathique. Donc on pense qu'il sera un roi tout à fait passable, et sa grande entrée dans la capitale quelques jours après la mort de Louis XVIII est aussi un grand moment. Il y a toute la cour qui défile, qui part de Saint-Cloud pour se réinstaller aux Tuileries. Toute la cour est très bien accueillie, il y a des acclamations populaires. Donc tout Paris est d'accord, vraiment à cette époque encore, avec la cour. C'est la même chose en juin 1825, au moment de l'entrée de Charles X dans Paris après son sacre, qui marque vraiment le dernier moment où la cour et la ville semblent d'accord. Parce que tout de suite après, Charles X va se mettre à accumuler les erreurs politiques qui vont miner peu à peu son image publique. La famille royale va commencer par prendre part à des processions à Paris ou à Saint-Cloud. Alors il y a la fête Dieu, il y a l'octave de la fête Dieu en juin, il y a la célébration du vœu de Louis XIII le 15 août, tous les 15 août, il y a les défilés des chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit à la Pentecôte, et à chaque fois le roi se balade dans des costumes absolument invraisemblables avec tous les chevaliers du Saint-Esprit. Les Parisiens ont l'impression qu'on les renvoie à l'époque du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Enfin, ça leur plaît pas. Ils trouvent que la cour devient trop anachronique et un peu trop ostentatoire. De même, l'inauguration d'un monument commémoratif à Louis XVI le 3 mai 1826, c'est quelque chose qui glace un petit peu les Parisiens qui trouvent que le roi rejette la Révolution un peu trop en bloc, et ce défilé avec l'archevêque de Paris, les maréchaux de France et la couronne d'épines, ça leur semble un tout petit peu too much. De même, du côté politique, on va reprocher à Charles X différentes lois. La loi du milliard des émigrés, une loi donc, qui indemnise les émigrés dont on a vendu les propriétés comme biens nationaux. Ça coûte à peu près 1 milliard aux contribuables. La fameuse loi sur le sacrilège, la loi qui rétablit partiellement le droit d'aînesse, une loi qu'on appelle la loi de justice et d'amour, qui est en fait une loi de censure de la presse. Donc tout ça, c'est assez mal vu. De même, la dissolution de la garde nationale de Paris en 1827 est un événement qui est très mal vu par les Parisiens, qui ont investi souvent très cher pour avoir un bel uniforme, pour avoir la chance d'être passé en revue par le roi. Le roi n'est pas content, il dissout la garde nationale. Ça lui fait perdre beaucoup en popularité. Au même moment, le gouvernement royal est confronté à une résurgence du bonapartisme, à une explosion vraiment de libelles et de caricatures contre le roi, et finalement la cour va subir complètement l'hostilité des Parisiens, et on se rend compte que c'est Charles X qui, par ses décisions, sa façon d'être roi presque, entraîne la cour dans sa chute. Le 31 mai 1830, il y a une grande réception qui est organisée au Palais Royal pour la visite officielle du roi de Naples. Alors, le roi de Naples est reçu à Paris, très bien, il y a un très beau bal offert par le duc d'Orléans, donc Louis-Philippe, mais par contre, dans le jardin du Palais Royal, la foule va entasser des chaises et va faire un énorme bûcher en criant « À mort le roi », etc. La cavalerie de la garde royale va devoir charger pour disperser les émeutiers, ce qui fait un peu désordre et qui oblige l'orchestre à jouer plus fort pour que le roi n'entende pas les émeutiers. Et l'on connaît l'anecdote que raconte le prince de Joinville, qui est que voilà, il y a les Parisiens qui crient à mort le roi, qui sont en train d'allumer un bûcher, et Charles X sort sur le balcon, il salue de la main, il dit bonjour mon peuple, c'est tout. Il n'a rien vu, il n'a rien compris. On sent que l'exaspération monte un peu contre le roi et sa cour, et finalement la révolution éclate après la signature par Charles X des fameuses ordonnances, des ordonnances qu'il signe le 25 juillet 1830, qui organisent une sorte de coup d'état légal qui va déclencher la révolution
2 juillet. Le roi est installé tranquillement à Saint-Cloud. Il ne sait pas trop ce qui se passe à Paris. Il envoie des troupes parce qu'on lui dit qu'il y a une émeute. Et il reste plusieurs jours sans comprendre que les Parisiens sont en train de mener avec leurs barricades une véritable lutte à mort contre la Restauration. Le 29 juillet, les Tuileries vont être à nouveau prises par la foule, comme en 1792, mises au pillage, comme en 1792, et le roi va finalement comprendre qu'il doit partir, parce que Saint-Cloud va également être envahi. Il se retire à Trianon, puis ensuite à Rambouillet, où il finit par abdiquer le 2 août, avant de partir en exil. On le sait, il pensait que son petit-fils lui succéderait, ce n'est pas le cas. C'est Louis-Philippe qui va ramasser la couronne, qui va devenir roi des Français le 9 août. Et à ce moment, des milliers de caricatures, d'articles, de pamphlets, d'affiches vont appeler Louis-Philippe à non seulement réviser la charte constitutionnelle, ne pas mener la même politique que Charles X, ça on s'en doute, mais surtout la presse appelle publiquement le nouveau roi à tourner le dos à l'Ancien Régime et à se passer de cours et de courtisans. Alors Louis-Philippe est un peu embêté parce qu'il arrive au pouvoir, il doit vraiment afficher sa rupture avec l'Ancien Régime s'il veut pouvoir se maintenir, et il déclare clairement qu'il veut se passer de cour. C'est plus facile à dire qu'à faire, puisque déjà il doit disperser la maison du roi, il ne va pas garder pour lui tous les serviteurs de Charles X, il va décider de se passer de chambellan, d'écuyer, il ne va garder que ses aides de camp, et ce qui constitue en fait sa maison militaire et son secrétariat, donc il y a quelques personnes seulement qui l'entourent, mais il va devoir engager de plus en plus de domestiques parce que les Tuileries vont être non seulement, le Palais Royal va être non seulement assiégé par une foule assez agressive, assez envahissante, qui s'invite régulièrement chez lui pour voir ce qu'il fabrique, mais surtout, spontanément, Louis-Philippe va avoir des courtisans qui vont se manifester, c'est-à-dire que les députés, les pairs de France, les maréchaux, les officiers généraux, les nouveaux ministres, les banquiers ou les industriels qui ont soutenu la prise de pouvoir de Louis-Philippe, les nouveaux diplomates, les nouveaux ambassadeurs qui arrivent pour lui présenter leurs lettres de créance, tous ces gens, ils veulent rencontrer le roi, donc il faut leur proposer un endroit où s'asseoir, il faut leur proposer quelque chose à boire. Donc finalement, il y a une mécanique curiale qui se réenclenche très rapidement. Louis-Philippe est presque forcé de réorganiser une vie de cour, à peine arrivé au pouvoir, même s'il aurait bien voulu s'en passer. Finalement, fin 1831, le roi doit se réinstaller aux Tuileries, dans les appartements même de Charles X, parce qu'aux Tuileries, il peut recevoir davantage de monde. Et Louis-Philippe va finalement élaborer une doctrine en matière de cour qui est assez simple, mais qui implique une redéfinition complète de ce que c'est qu'un courtisan. Pour Louis-Philippe, les courtisans, ce sont les invités, réguliers ou non, qui vont être conviés aux grandes réceptions, aux dîners, aux concerts, qui vont avoir lieu toutes les semaines aux Tuileries. Le régime de Juillet n'est pas très stable, il est régulièrement contesté, il souffre un petit peu de son ambiguïté politique, et le roi et sa famille se rendent compte qu'ils doivent vraiment payer de leur personne, en se montrant le plus affable, le plus aimable, le plus souriant possible, mais surtout en invitant le plus de monde possible et en faisant couler le plus de champagne possible. Il y a un journal d'opposition qui le dit, le roi a décidé de clouer le bec à l'opposition en y fourrant du pâté, c'est exactement ça. Donc finalement, aux Tuileries, on peut avoir 500 invités, 1000 invités, 3000 invités, 6000 invités dans la même soirée, soit autant de personnes susceptibles ensuite de voter pour le roi à la Chambre, de le soutenir dans les journaux, de dire du bien de lui à Paris ou dans les départements. Donc la cour, c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau, c'est un turnover constant, c'est des réceptions de personnes qui n'étaient absolument pas issues de la noblesse ou du monde de la cour de la Restauration, c'est un peu tout le monde. Donc on a... c'est vraiment une façon d'organiser la cour qui révolutionne complètement les rapports entre la capitale et le monde curial, puisque n'importe qui à Paris peut être un jour invité aux Tuileries. N'importe qui, ou presque. Pas les ouvriers, pas les sans-abri, évidemment, mais on peut tout de même, si on est un notaire, si on est même, pourquoi pas, un confiseur, être invité un jour aux Tuileries. On se rend compte que les officiers de la garde nationale sont régulièrement invités. On se rend compte que les députés de l'opposition, donc ceux qui votent contre le roi, sont les premiers à être invités. On se rend compte que les étrangers de marque qui passent dans la capitale sont eux aussi conviés aux Tuileries. Et finalement, la vieille aristocratie, l'aristocratie
aristocratie d'Ancien Régime, celle du Faubourg Saint-Germain, qui n'aime pas Louis-Philippe, qui le considère comme un usurpateur, va se plaindre vraiment de retrouver à la cour des femmes de la basse classe, du peuple, des boulangers. Voilà, donc il y a une sorte de rupture. La cour n'est plus réservée aux personnes qui sont nées nobles. La cour est ouverte au plus grand monde possible. C'est une cour qui est réservée aux Parisiens et qui est une cour où l'on accueille surtout les personnes qui ont réussi dans la vie. C'est ce que, voilà, finalement, c'est Rastignac. Enrichissez-vous. Rastignac est quelqu'un qui est tout à fait susceptible d'être invité aux Tuileries, ou même, pourquoi pas, des bons fonctionnaires qui ont fait un bel héritage et qui sont des notables de province comme Bouvard et Pécuchet, pourquoi pas, ils auraient pu très bien être reçus aux Tuileries. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas venir au château, la presse va rendre compte de manière de plus en plus détaillée la vie de cour, notamment les journaux consacrés à la mode, et ces journaux se multiplient à cette époque, mais également la presse politique. Et finalement, les considérations sur les robes et les considérations sur la politique peuvent se mélanger, et les allusions aux toilettes des dames qui vont à la cour de Louis-Philippe peuvent parfois revêtir des sous-entendus subversifs, quand on sous-entend que quelqu'un de proche de Louis-Philippe est moins bien habillé qu'autre personne qui est plutôt légitimiste, il y a évidemment un contenu politique. Donc c'est des journaux qui sont très lus et qui jouent à attirer vraiment la concurrence entre d'une part la cour des Tuileries et d'autre part les salons du Faubourg Saint-Germain, donc qui vont se regarder pendant tout le règne en chien de faïence de chaque côté de la Seine. Alors Louis-Philippe est forcé de beaucoup recevoir chez lui, il doit payer de sa personne, il doit apparaître en public. Et il prend, lui aussi, au début de son règne en tout cas, de prendre des bains de foule. Il va assister à des concerts dans les jardins, au théâtre des Tuileries, il va passer la garde nationale en revue, il va ouvrir la session parlementaire, présider à des commémorations comme celle de la Révolution de 1830, place de la Bastille. Bref, il va beaucoup payer de sa personne, mais il va quand même être victime de 9 attentats en quelques années, ce qui va refroidir son enthousiasme, et il va renoncer au bain de foule. Il va vivre de plus en plus souvent cloîtré dans ses palais, il va vivre entre les Tuileries, Saint-Cloud, Neuilly, Fontainebleau, Compiègne, le château d'Eu, et on peut dire que dès 1836, le régime commence à maintenir la tête hors de l'eau tant bien que mal, et dans les 10 dernières années de sa vie, voilà, le roi se cloître aux Tuileries, et on sent qu'il commence à perdre de la popularité du fait même de cette réclusion. On a quand même, là je vous ai mis ce très beau programme, Garde nationale de la Seine, programme de l'aubade donné à Sa Majesté le roi des Français à l'ouverture du Nouvel An, à l'occasion du Nouvel An 1847. C'est un très beau document. Ça parle un peu de la vie musicale aux Tuileries qui est d'une qualité absolument exceptionnelle, et ça montre que la garde nationale, qui est un des soutiens politiques du régime, peut parfois offrir des fêtes au roi dans son propre palais, puisque le roi ne peut pas sortir du fait des menaces d'attentats. On lui offre des fêtes chez lui, mais ce n'est pas lui qui les organise. Alors, autre élément, il y a quand même quelques grands moments dans le règne où la vie de cour va bénéficier à la foule parisienne, des grandes fêtes, le mariage du duc d'Orléans en 1837, donc il épouse une princesse de Mecklembourg. C'est déjà vraiment une réussite avec des défilés, une grande entrée royale comme cela s'était fait sous l'Empire ou sous la Restauration. Et au même moment, le musée de Versailles va ouvrir ses portes et va attirer des milliers de Parisiens. Donc c'est un grand palais d'Ancien Régime qui ouvre ses portes, et ça permet finalement de faire contraste, parce que d'un côté on a la cour de Louis XIV qui devient un musée, donc c'est quelque chose qui part définitivement dans le passé, et de l'autre côté on a la cour du roi des Français aux Tuileries qui est bien active et qui reçoit de plus en plus de monde. Donc c'est intéressant de voir ce contraste. La cour nouvelle version, la cour du XIXe siècle, c'est celle des Tuileries, celle de Louis-Philippe, et les souvenirs de la cour de Versailles ou même de la cour des Bourbons de la Restauration sont vraiment renvoyés au monde du passé. Ce sont des objets de musée. Alors, il y a d'autres fêtes, enfin, si on peut appeler ça une fête, mais le retour des cendres de Napoléon en 1840 attire des centaines de milliers de curieux, et c'est grâce au savoir-faire accumulé par la maison de Louis-Philippe pour les festivités publiques et les fêtes de cour que l'on peut organiser une telle cérémonie absolument gigantesque dans Paris, dans une optique, comme vous le savez, de récupération de la légende impériale par le roi et par son ministre Adolphe Thiers. Autre grande réjouissance que permet la cour de Louis-Philippe, le baptême du comte de Paris, donc le petit-fils de Louis-Philippe. C'est un nouveau succès public, le 2 mai 1841, et à nouveau, on a des distributions de vin, de nourriture, et on a même une montgolfière qui lance des dragées sur les Parisiens en survolant Paris. Donc c'est une grande fête. Autre fête un peu moins réjouissante, enfin
autre célébration moins réjouissante, 2 ans plus tard, le duc d'Orléans, le fils du roi, meurt d'un accident et le chagrin public, on s'en rend compte, est très sincère à ce moment-là. Donc le roi reste quand même encore très populaire. Cependant, plus le temps passe, plus l'immobilisme de la monarchie semble entraîner l'impopularité du roi et de ses ministres, et surtout la volonté des fils du roi qui lui restent de créer leur petite cour est très mal vue par l'opinion publique. Il y a notamment une grande fête qui est organisée par le duc de Montpensier, qui est le plus jeune fils de Louis-Philippe, qui a lieu dans le parc du château de Vincennes en juillet 1847. Et c'est une fête qui est très mal vue parce qu'il y a des tournois de chevaliers, il y a des buffets absolument somptueux, des illuminations, des orchestres, des feux d'artifice. Par contre, les Parisiens en sont exclus, c'est réservé à la haute société, alors que justement, les Parisiens sont confrontés au même moment à une crise économique, qu'ils se plaignent de n'avoir pas de travail, de ne pas avoir assez à manger, et on organise sous leur nez cette fête gigantesque. Ça contribue beaucoup au déclin de la popularité de la famille royale. On voit aussi que les rapports entre la ville et la cour vont vraiment se dégrader dans les dernières années du régime. Les opposants du roi vont venir aux Tuileries toujours aussi souvent, mais ils vont être de plus en plus terrifiants. Pour manifester leur opposition au régime, les députés de l'opposition vont prendre bien soin de venir le plus mal habillés possible, de n'être pas lavés, de sentir le plus mauvais possible, d'être mal rasés. Ils vont mettre le buffet au pillage et manger le plus salement possible. Donc finalement, là, la cour des Tuileries décline parce que la bonne société qui s'était quand même ralliée à Louis-Philippe va déserter les salons du roi parce qu'il y a ces gens absolument mal élevés qui se goinfrent dans un coin. Autre élément, la popularité du régime va être minée par des scandales. Il y a l'assassinat de la duchesse de Choiseul-Praslin par son mari qui est un des proches du roi. Finalement, on se rend compte qu'en 1848, tout est prêt pour une révolution du point de vue de la politique de l'opinion publique. Et début 1848, ce que font les opposants à Louis-Philippe, c'est organiser des banquets. Ils organisent des banquets qui réunissent les opposants du roi, et c'est une caricature des banquets que Louis-Philippe offre désespérément aux Tuileries pour essayer de rallier le plus possible de soutien à son régime. Donc on caricature la vie de cour, et je passe la révolution de 1848, mais il va y avoir des émeutes, le roi va abdiquer assez rapidement, le 24 février, il va fuir les Tuileries, et les Tuileries sont à nouveau, comme en 1830, comme en 1792, mises au pillage, pendant que la République est proclamée. Et une fois de plus, la monarchie constitutionnelle connaît un nouvel échec. Donc on passe ensuite au Second Empire. La cour de Napoléon III, c'est la plus célèbre du XIXe siècle, c'est celle qui joue le plus grand rôle dans la politique, dans la diplomatie, c'est celle qui donne son identité au régime, puisqu'on parle de fête impériale pour évoquer le Second Empire en raison de ces fêtes des Tuileries, et dans la mémoire collective, en fait, le règne de Napoléon III se résume à des fêtes de cour aux Tuileries, avec des politiciens corrompus, des banquiers avides d'argent, c'est ce qu'on a dans les romans d'Émile Zola. Alors, il y a un premier élément à prendre en compte, c'est que la cour de Napoléon III a une origine très paradoxale, puisqu'elle naît dans un petit hôtel à l'automne 1848, où le neveu de Napoléon Ier rassemble ses quelques partisans avec qui il décide de se présenter aux élections présidentielles. On le sait, il est élu, et sitôt élu le soir du 11 décembre, il s'installe au palais de l'Élysée, le palais présidentiel, et immédiatement, la vie de cour commence avec une première réception organisée pour le corps diplomatique, les ambassadeurs, les représentants des grands corps de l'État et de l'armée. Donc très vite, la vie de cour s'enclenche et toute la bonne société parisienne se bouscule dans les salons de Napoléon III, notamment par opposition à la République. On se va dans les salons du prince parce qu'on n'aime pas trop le régime républicain, donc ça fait chic quand même d'aller fréquenter la cour présidentielle. Louis-Napoléon va monter sa maison avec des officiers, des domestiques qui vont porter la livrée en usage aux Tuileries sous Napoléon Ier, qui est verte avec des galons dorés. On a des armoiries de l'Empire qui vont réapparaître un peu partout, des aigles. Il va y avoir des fêtes qui vont rassembler des milliers de personnes. Et finalement, dès 1849, Louis-Napoléon Bonaparte va réclamer plus d'argent pour organiser plus de fêtes et il va demander à déménager au palais des Tuileries. Les députés vont résister. Ce n'est finalement qu'après le coup d'État du 2 décembre que Louis-Napoléon Bonaparte s'installe aux Tuileries, qu'il récupère la liste civile, c'est-à-dire les
25 millions de francs par an qui sont alloués au souverain. Il récupère les grands palais de la couronne et les œuvres d'art, les meubles qui sont attachés à la couronne. Donc avant même d'être proclamé empereur, dès 1850-51, il se comporte déjà en monarque. En témoigne également la réapparition d'une sorte d'étiquette aux Tuileries pour le prince-président, mais également les acclamations de Vive l'empereur que l'on entend dès qu'il sort se promener dans la rue et qui ponctue chaque fin de discours. Alors, Louis Bonaparte va poursuivre son ascension sociale et le 2 décembre 1852, il va devenir empereur des Français et son accession au trône est là aussi marquée par de grandes fêtes qui vont enchanter les Parisiens et qui rappellent un petit peu le Premier Empire. Napoléon III commence son règne par un voyage à Compiègne, là où Napoléon Ier avait rencontré Marie-Louise en 1810 et c'est à Compiègne qu'il déclare sa flamme à Eugénie qui va devenir impératrice. Et l'on se rend compte que Napoléon III épouse Eugénie, il lui faut une impératrice pour tenir son rang aux Tuileries, et il épouse en fait pas une princesse, il fait un mariage d'amour avec une grande aristocrate espagnole, donc quelqu'un qui n'est pas non plus issu du milieu de la cour. Et c'est ce mariage de Napoléon III et d'Eugénie qui symbolise l'ambiguïté de la cour impériale, puisque les deux monarques sont très fiers tous les deux d'être ce qu'on appelle des parvenus. Ils ne sont pas nés souverains, ils ont vécu des vies un petit peu compliquées. Napoléon III a quand même fait de la prison pendant pas mal de temps, ce qui les différencie des autres rois et des autres souverains européens. Du coup, la grande société, la haute société européenne va les prendre un petit peu de haut, va s'en méfier, on va les traiter de nouveaux riches, mais dans le même temps, Napoléon III va insister sur la continuité de sa cour, puisqu'il récupère le personnel rescapé des cours de Napoléon Ier, de Charles X ou de Louis-Philippe. Il relance les travaux de Compiègne et de Fontainebleau qui duraient depuis le Premier Empire. Il impose une étiquette qui rappelle sur certains points celle de Napoléon Ier ou même de Versailles, et ces fêtes aux Tuileries vont être organisées sur le même modèle que celle de Louis-Philippe. Donc c'est une cour de continuité, de synthèse qui va être très dynamique, très puissante, surtout puissante parce que le souverain a un pouvoir politique énorme dans ce régime. Mais tout le paradoxe réside que c'est la première cour où le souverain peut jouer sur sa proximité avec le peuple par la nature même du régime bonapartiste, par son passé de gauche, Napoléon III se dit socialiste, et par l'ouverture sociale de la cour qui est permise par les nouveaux usages qui apparaissent aux Tuileries. Donc il y a des fêtes à la cour de Napoléon III, il y a des bals qui sont organisés aux Tuileries, des très belles tenues, des centaines, des milliers d'invités comme sous Louis-Philippe, et on va avoir les grands noms de l'aristocratie, les capitaines d'industrie, des banquiers, des entrepreneurs, des généraux, des maréchaux, des ministres, des ambassadeurs, vraiment toutes les composantes de l'élite cosmopolite de l'Europe de l'époque. À ces ajoutés, on doit ajouter des peintres, des écrivains, des acteurs, des scientifiques, des universitaires qui vont notamment se retrouver à Compiègne tous les automnes pour les fameuses séries qui sont les séjours de la cour impériale où 600 personnes par roulement vont être invitées. Et c'est la réputation, la fortune, le talent, l'esprit qui comptent pour être invité à la cour plus que le rang, la fortune ou la naissance. Et finalement, les listes d'invités mélangent toutes sortes de personnes ayant réussi dans leur domaine respectif. Par exemple, Pasteur, parce que c'est un savant qui a réussi dans le domaine des sciences, Gustave Flaubert, parce qu'il a réussi dans le domaine des lettres, Rothschild, parce qu'il a réussi dans le domaine de la banque, Carpeau, parce qu'il a réussi dans le domaine de la sculpture. Voilà, donc on invite des gens qui ont réussi dans leur domaine respectif. Donc, Napoléon III et Eugénie réussissent le double tour de force de faire entrer la ville à la cour, donc c'est l'élite des salons parisiens, et de faire cohabiter des artistes, des banquiers, des industriels, des hommes politiques avec la fine fleur de l'aristocratie européenne. Les Tuileries sont toujours une machine à inviter du monde aux Tuileries. La cour est un instrument extraordinaire de promotion du régime, et les voyages officiels permettent aussi à Napoléon III et à Eugénie de se faire voir, acclamer, de déplacer vraiment leur vie de cour dans tout l'Empire. À Paris, on sait que les sorties d'Eugénie ou de Napoléon III dans les musées, dans les bibliothèques, ou même pour faire du patin à glace au bois de Boulogne vont attirer énormément de monde. L'empereur va être acclamé. De même, les visites de l'empereur sur les grands chantiers d'Haussmann sont des points de contact essentiels entre la cour et la ville, et naturellement la restructuration de la capitale est aussi pensée en fonction de la vie de cour, comme le montre par exemple l'installation d'appartements pour l'empereur à l'Opéra Garnier. De même, la reconstruction du Louvre et des Tuileries font aussi figure de chantiers modèles qui sont des préludes à la modernisation de toute la capitale. Enfin,
la cour impériale gagne son surnom de fête impériale en concourant à accroître le prestige des expositions universelles. Exposition universelle, il y a celle de 1856, il y a ensuite celle de 1867 qui est la plus somptueuse. Il va y avoir d'immenses fêtes aux Tuileries et tous les princes et souverains d'Europe vont être présents. Donc là aussi, tout Paris va faire la fête, tout l'Empire va venir à Paris pour voir un peu les attractions et tous les souverains d'Europe vont faire la fête en même temps que les Parisiens. On a le sultan de l'Empire ottoman qui vient, on a le frère du shogun du Japon qui fait le déplacement pour aller aux Tuileries, c'est pas rien quand même, il vient de loin. Et dans ces circonstances vraiment fastueuses, à nouveau, la cour et la ville, on peut le dire, ne font plus qu'un. Alors voilà la partie un peu lumineuse du règne, il y a la partie un peu plus sombre. La cour va décliner pour plusieurs raisons. D'une part, la santé de Napoléon III, qui est atteint d'une maladie de la vessie, il est de moins en moins en état de gouverner, d'assister aux fêtes de la cour, et d'autre part, la libéralisation de l'Empire qui est voulue par Napoléon III entraîne une libération de la presse et une libération de la critique contre la cour, notamment il va y avoir de plus en plus de journaux, l'opposition républicaine relève la tête, même les royalistes, même certains bonapartistes plus autoritaires vont tous critiquer le souverain et sa cour. Les cérémonies les plus solennelles vont être critiquées pour leur archaïsme. On trouve que ça renvoie encore trop à l'Ancien Régime. Par exemple, la réception des ambassadeurs de Siam à Fontainebleau en 1861. Il y a un tableau peint par Jérôme et on trouve que ce tableau est absolument ridicule, qu'il renvoie à Louis XIV. C'est quelque chose qui est encore très critiqué. De même, les dépenses du souverain pour ses palais, les dépenses d'Eugénie pour ses robes et ses bijoux, les maîtresses de Napoléon III comme la comtesse de Castiglione, tout ça va être critiqué. Et en 1869, quand le Parti libéral remporte les élections et qu'Émile Ollivier devient chef du gouvernement, la cour impériale va être concurrencée par les soirées qu'organisent les nouveaux ministres. Et Émile Ollivier va interdire aux députés d'occuper des fonctions de chambellan de l'empereur et va empêcher les conseillers d'État de parler politique avec l'empereur pendant les fêtes de cour. Donc la cour perd son rôle qu'elle pouvait avoir à l'empereur pour vraiment pouvoir diriger facilement le gouvernement. Le régime aurait peut-être pu quand même évoluer, comme le montre la victoire du oui au référendum organisé par Napoléon III en mai 1870, qui portait sur la poursuite ou non de ces fameuses réformes, mais quelques semaines plus tard, il y a la guerre contre la Prusse qui est déclarée. Napoléon III, bien que très malade, part à la guerre. Eugénie est théoriquement régente, mais elle est recluse dans ses appartements à Saint-Cloud. Et au bout de quelques jours, vous le savez, c'est la catastrophe, la défaite de Sedan. L'empereur est fait prisonnier. Et le 4 septembre, Eugénie doit fuir Paris, après avoir donné congé à ses derniers courtisans, leur disant, voilà, c'est fini, vous pouvez rentrer chez vous. Et la République est proclamée à l'hôtel de ville. Donc la cour cesse d'exister. Et quelques temps plus tard, les Tuileries, Saint-Cloud, le château de Meudon vont être incendiés. Donc on peut dire que le divorce entre la cour et la ville est cette fois-ci complet et définitif. C'est en réalité la greffe de la monarchie constitutionnelle dans cette dimension politique, symbolique, dans ses enjeux curieux et dynastiques qui n'a pas pris en France malgré plusieurs tentatives, que ce soit en 1789, en 1804, en 1814, en 1830, en 1852. La greffe, à chaque fois, n'a pas prise. À chaque fois, la cour a joué le rôle de bouc émissaire d'un régime dont la politique est devenue impopulaire par ailleurs, alors même que la cour a pas toujours joué un rôle politique et qu'elle servait surtout à mettre en valeur l'action personnelle du monarque pour réconcilier les partis opposés depuis la grande rupture de 1789. La cour et la ville, typiquement, mais aussi la noblesse d'Ancien Régime et la noblesse d'Empire, le monde de la finance et le monde des grands aristocrates, donc autant de fractures béantes, exacerbées par la Révolution, que les monarques successifs de Louis XVI finalement jusqu'à Napoléon III vont tenter de réparer en élargissant le spectre social de leurs courtisans, en organisant de grandes fêtes aux Tuileries, en conviant le tout Paris à ces fêtes, et tout cela fut inutile. Aucun monarque n'a jamais réussi à faire perdre à l'institution curiale cette aura malfaisante acquise au tournant du XVIIIe siècle avec la naissance de la légende noire du monde de Versailles, une légende noire qui contraste finalement avec l'ambition plus lumineuse, plus sincère qu'ont eu tous les monarques d'embellir la capitale et de faire de Paris, c'est ce que dira Napoléon à Sainte-Hélène dans sa conclusion, pourquoi j'ai fait une cour impériale, pourquoi j'ai fait tout ça, il le dit, mon ambition, qui est celle de Napoléon Ier jusqu'à Napoléon III, l'ambition de faire de Paris la capitale de l'univers. Je vous remercie.